Imagine, on est dans le futur, à New Beijing très exactement, et c'est la merde. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il y a une épidémie de l'étumose, qui est une maladie extrêmement contagieuse. Voilà, t'agonises, tu souffres vraiment, c'est pas une maladie que t'as envie d'avoir, hein. Vraiment pas. Mais aussi parce que c'est le moment qu'a choisi Levana, aka la méchante reine de la lune, pour faire une petite visite surprise sur Terre. Mais attention, hein, en toute diplomatie. Pourquoi cette personne n'est pas très gentille, me diras-tu ? Eh bien c'est tout simplement parce que, comme une grande partie des habitants de la Lune, elle a la capacité de manipuler ce qu'on appelle la bioélectricité. En gros, elle peut faire croire qu'elle est canon alors qu'en fait, pas tant. Ou encore, elle est capable de te manipuler pour faire des choses que t'as pas très envie de faire, hein, faire des choses sans ton consentement, au hasard, comme te tirer toi-même une balle dans la tête. Voilà, c'est ce genre de choses que elle s'amuse à faire de temps en temps, tu vois. Ça la fait kiffer un petit peu. Et toi ? Oui, toi, tu es mécanicienne. Tu ne le savais pas ? Je te l'apprends. Mais tu es aussi une cyborg. Et c'est la merde. Parce que les cyborgs sont pas vraiment des gens respectés. Tu vois, c'est une sous-catégorie de la population, tu vois. C'est un petit peu des rebuts, tu vois. Voilà, c'est pas tout à fait des humains. Alors que si, en fait, hein, parce que la définition même d'être une cyborg, c'est juste d'être comme moi, là, tu vois. Juste avoir des parties mécaniques, tu vois. Peut-être une main mécanique, peut-être des jambes mécaniques, peut-être... d'avoir des parties mécaniques, tout simplement. Heureusement, le prince Kai qui est passé par là et qui ne sait absolument pas que t'es une cyborg, parce qu'en fait tu caches tes mains mécaniques, enfin tes parties mécaniques par des bottes, par des gants, enfin voilà, tu sais cacher tes parties mécaniques, donc ça se voit pas tant que ça de l'extérieur non plus. Et bien le prince Kai, il te confie son androïde qui contient des informations top secrètes. Pour que tu puisses le réparer parce que le pauvre Android est tout cassé. Eh bien cette histoire, celle que je viens de te raconter, ce n'est pas à toi qu'elle arrive, mais à Lynn Cinder. Et c'est le point de départ de la saga des Chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et publié en France aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, la saga. Marissa Meyer voit le jour le 19 février 1984 à Tacoma, aux États-Unis, dans l'état de Washington. Un des premiers mots qu'elle a prononcés quand elle était un tout petit bébé, c'est histoire. Il y a eu aussi biscuit. Voilà, c'est ses premiers mots, c'est tout mignon. À l'époque, son jouet préféré, c'était un livre, tu sais, les livres là, spongieux, là, les livres pour bébé. Et il faut savoir qu'elle a voulu devenir écrivain dès le moment où elle a su qu'écrivain c'était un vrai métier. Elle se dit, c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire, je vais être écrivain. Enfin, à la toute base de la toute base, hein, avant de savoir que c'était un métier qui existe, elle voulait être star de Broadway ou travailler dans la mode, mais c'était plutôt mal parti. Points in childhood when I had other dreams. Like I had a brief period where I thought I wanted to be a Broadway star. I can't sing, so that's ironic. And there was a time when I really wanted to be a fashion designer, which is also weird because I don't really like clothes all that much. But they just seemed like really cool jobs. But I always came back to writing. Like I loved books and I loved stories and I had a really active imagination and I was making up stories from the time that I could talk. So it was kind of, I would always circle back to wanting to be a writer. Et lorsqu'elle était enfant, les histoires qu'elle préférait, c'était les contes de fées. I remember falling in love with The Little Mermaid, Disney's The Little Mermaid, when I was a child. And I was obsessed with the movie. I knew all the words to all the songs. I watched it hundreds of times. And one day my grandma, having heard that I loved this movie so much, gave me a book of fairy tales. And the first story in that book was The Little Mermaid by Hans Christian Andersen, which of course people who are familiar will know it's nothing at all like the Disney movie. Very different. And I was very much caught off guard by that. And it kind of opened up this curiosity for me where I wanted to know, okay, well, what else is Disney hiding from me? You know, there must be more to these stories. And so from there, I started reading some of the Grimm's fairy tales and, you know, wanted to know about folk tales from around the world. And it just became this kind of lifelong enjoyment for me, learning more about these fairy tales. Dès l'âge de 14 ans, elle commence à écrire ses premières histoires qui sont des fanfictions de Sailor Moon. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! Tum, tulilum, tum, tum, tulilum, tum, tulilum, tum, tum, tulilum. Je fais la transformation. Voilà, elle faisait comme ça, et puis elle changeait de vêtements. À un moment, elle était à poil, et puis ça tournait comme ça. Fiu, fiu, fiu. J'adore Sailor Moon. Il faut
savoir qu'elle a écrit au moins une 40aine de fanfictions hein, sur Sailor Moon. Et si tu es curieux, petit enfant, sache qu'elles sont toujours disponibles sur le site fanfiction.com et qu'elle publiait sous le pseudo d'Alyssa Blade. Moi j'ai pas du tout été regardée, si toi tu as été regardée, franchement j'aimerais bien que tu m'en partages une en commentaire, ça me ferait mais alors très plaisir. Et lorsqu'il est venu le temps pour elle d'avoir des diplômes, il se trouve qu'elle a obtenu un bac en écriture créative et littérature pour enfants. J'aurais adoré avoir ce bac là. Mais non, un bac S. Putain, mais moi je voulais un truc de littérature pour enfants, écriture créative, franchement j'aurais adoré avoir ce bac là. Allez, on remonte dans le temps et moi je veux ce bac là aussi. Hein. Et plus tard, elle aura aussi une maîtrise en édition. Puis, lorsqu'il sera le temps pour elle de rentrer dans le monde du travail, avant d'avoir le métier qu'elle a actuellement, donc écrivain, elle a travaillé comme rédactrice, comme typographe, et comme correctrice indépendante, je crois. Et dernier petit fun fact complètement inutile à propos de la vie de Marissa Meyer. Faut savoir que de temps en temps, elle fait des dates avec ses livres, tu vois, elle se pose comme ça, elle met une petite bougie. Enfin, ses livres en cours d'écriture, hein, je veux dire, elle fait des dates avec ses sessions d'écriture. Elle se fait un beau repas, elle prend une petite bougie, puis elle prend son ordi et puis elle écrit, voilà. Enfin, elle fait des dates comme ça de temps en temps. Je ne sais pas à quoi cette information va te servir dans ta vie, mais je te la donne, c'est cadeau. Je suis généreuse. Les Chroniques lunaires, qui est la saga qui nous intéresse aujourd'hui, hein, soit dit en passant, ont commencé à voir le jour lors d'un challenge d'écriture très très connu qui est le NaNoWriMo. En fait, le principe du NaNoWriMo, c'est que pendant un mois, je crois que c'est en novembre, il faut que tu écrives le plus possible. Et en fait, Marissa Meyer, elle a commencé Cinder à cette occasion-là. And then the third time I did Nano was when I had the idea for the Lunar Chronicles. Okay. And that was 2008, and I did draft Cinder, Scarlet, and Cress during that November. And it came in just over 150,000 words. Cinder, dont le titre original est Cinder, est sorti en 2011 aux États-Unis et en 2013 en France aux éditions Pocket Jeunesse. Ce tome 1 est une réécriture de Cendrillon, mais en mode SF avec cyborg et guerre intergalactique. Boum boum boum. But I also had felt like I did not want to just write another fairy tale retelling. And so I had this idea that I was going to stay away from the fairy tale genre. The only way I would ever see myself writing a fairy tale retelling is if I had a really unique twist on it, which I didn't expect to happen because how many hundreds of them are there out there? And then one day I entered a writing contest, and this girl who was hosting the contest had a list of about 10 things, and you had to choose 2 things to include in a short story. And from that list, I chose to include a fairy tale character and to set my story in the future. And I ended up writing this science fiction retelling of the story of Puss in Boots. But Puss was this robotic talking cat, and there were spaceships and androids, and the society lived on the moon, and all of these things that, may sound familiar to my readers. And it was so much fun. I fell in love with the story from the beginning. As soon as I landed on Cinder and her character and this idea of Cinderella being a cyborg, I thought that was the coolest idea I had ever had. Yeah. I knew that it was a book that I would want to read. Et l'idée est géniale, suivre une Cendrillon mécanicienne et cyborg, mais j'adore. D'autant plus que Cinder est quand même beaucoup moins, mais alors beaucoup moins cucu que la Cendrillon des différents contes d'origine. Elle a un petit peu moins nunuche. Je veux dire, dans les versions de Perrault ou de Grimm, elle est là à parler avec l'oiseau. Ah, petit oiseau, petit moineau, tout ça. Enfin voilà, elle passe son temps à parler avec les petits oiseaux. Là, on n'est pas là-dessus. Hein. Elle parle pas trop. Je crois qu'elle parle même avec aucun animal, en tout cas dans ce tome-là. On n'est vraiment pas à ce niveau-là de nunucherie. Quoiqu'en réalité, il existe des versions où Cendrillon décapite sa belle-mère. Donc en vrai, y a des versions où elle est pas si nunuche que ça. Hein. Bon là on est entre les deux, tu vois. On décapite pas la belle-mère, mais on chante pas avec les oiseaux. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces versions-là de Cendrillon, ce livre-là, et à la fin il meurt, il en parle très bien, c'est très drôle, on rigole beaucoup avec ce livre-là. Du coup ici Cinder parle avec des androïdes, qui est quand même beaucoup moins niais que des petits oiseaux. On embrasse tous les petits oiseaux qui me regardent. Il y a plein de clins d'œil à Cendrillon, plein de clins d'œil. Il y a un bal avec une chaussure laissée derrière, il y a une méchante belle-mère, enfin voilà, tu vois, on retrouve quand même plein de trucs. Mais il y a aussi une épidémie, des méchants qui viennent de la lune, des cyborgs, des androïdes, enfin voilà, je me répète, mais comprends, il y a tout ça. Les cyborgs permettent d'ailleurs à l'autrice d'aborder le sujet de la différence, du racisme et des discriminations, parce que ces derniers sont traités vraiment comme de la merde. Ils ne sont plus du tout considérés comme des humains, puisqu'ils sont considérés comme la propriété des champs chez qui ils habitent. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle une partie de l'histoire de l'humanité. Coïncidence ? Je ne pense pas.
Laisse-moi te rappeler la définition d'un cyborg, parce que je sais qu'on peut confondre les robots, les androïdes, les cyborgs, on peut tout mélanger. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, on n'est pas sur des robots. Je vais te lire la définition. Personne dont les capacités physiques sont décuplées par des éléments mécaniques, électroniques. Personne! Personne! C'est pas des putains de robots! Mais là, tranquille, ils sont relégués au rang de meubles. En réalité, il y a tout un tas de thèmes abordés très intéressants, surtout pour un roman de young adulte, parce que c'est pas tout le temps. Il y a une épidémie, et par conséquent, des morts, et ça, on adore. Oui, je suis sadique, ne me juge pas s'il te plaît. Il y a tout un peuple, à savoir les lunaires, mais dont on parle pas tant que ça dans ce tome-là, un petit peu avec la reine qui est quand même là, mais on creuse un petit peu avec les lunaires dans les tomes d'après. Écoute, c'est un peuple dont le fonctionnement est extrêmement simple, il y a rien de complexe, rien de... voilà. Mais ça reste intéressant. Qui dit Cendrillon dit Prince Charmant. Ici, on a le Prince Caille, avec son beau sourire. La romance, comme très souvent, c'est un petit peu la partie qui m'a le moins plu. Tu commences à me connaître, je suis une vieille meuf aigrie, moi et la romance... Cela dit, le personnage de Caille n'est absolument pas en cause, Bon, c'est vrai que je le trouve un petit peu insipide. Voilà, je le trouve un petit peu plat, on va dire. Mais il en reste pas moins extrêmement sympathique. Je comprends quand même l'alchimie entre mes personnages. En plus de ça, je te parle d'une romance. On est quand même dans du slow burn, on n'est pas dans la romance qui va direct au but. On est dans du slow burn. Ça prend son temps. En plus, on lui pardonne quand même d'être un petit peu fade, parce que politiquement, il a quand même pas mal de merde à gérer, dont on a parlé plus tôt. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau politique, j'entends, c'est très très light, Il y a de la politique, mais on est plutôt sur la politique pour les petits enfants. Simple, basique, c'est pas du tout très très poussé. On accentue quand même pas mal dessus, mais je veux dire, on n'est pas sur du Game of Thrones, tu vois. Ça reste néanmoins intéressant. Au niveau des personnages, ma préférée à moi, c'est Aiko. Ou Iko, je sais pas comment on dit. Qui n'est pas une humaine pour le coup. Qu'est-ce que ça dit de moi? Je ne sais pas. L'antagoniste, Aka, la méchante reine, comme tu l'auras compris, elle a toujours le visage... masqué là, on voit pas son visage. Ouh, le mystère. Et la belle-mère de Cinder est une biatch, mais alors comme il faut. Au niveau de l'intrigue maintenant, il y a une tentative d'avoir un gros mystère de révélation à la fin, tout ça, mais bon, ça tombe un petit peu à l'eau parce que, pour être honnête, je pense qu'absolument tout le monde... Alors peut-être que les ados non, ça j'en sais rien, mais je sais que la première fois que j'ai lu, je vais avoir 20 ans à peu près. Dès l'apparition d'un personnage qui est le docteur Erdland, tu connais la fin, tu vois. Ils ont essayé de faire « Oh là là, révélation de fin, tu ne l'avais pas vu venir !» Bah si, tu le vois venir. Comme je dis, ça se trouve quand tu lis quand t'es ado, parce que c'est du young adulte, mais ça marche très bien sur les ados. Y a pas de scène olé olé. Je pense qu'à partir de 11 ans, y a pas de problème. Tu peux commencer à lire ce truc-là. Peut-être que les ados, à la fin, ils sont « Oh my god, mais je n'aurais jamais cru !» Peut-être. Si on récapitule maintenant mon avis sur ce tome 1, et je te rassure, mon avis sur les tomes précédents sera beaucoup plus court, parce que sinon ça spoil un peu, donc je vais être très très rapide sur les autres tomes. Ce que j'ai aimé, l'idée de la réécriture de contes façon SF. Des thèmes abordés, intéressants pour du young adulte. Un world building bien construit. Les personnages. Le fait que l'autrice n'hésite pas à tuer des personnages. Ce que j'ai moins aimé, la romance, parce que je suis une meuf aigrie qui n'aime pas l'amour. Le plot twist évident. La politique pour les petits enfants, qui aurait mérité à être tout petit peu plus complexe. Passons maintenant au tome 2. Scarlett, dont le titre original est Scarlett, qui est sorti en 2013 aux États-Unis et en France, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on est dans une réécriture du Petit chaperon rouge. Mais c'est quand même la suite de Cinder, attention, Tu peux pas lire celui-ci avant d'avoir lu Cinder. Enfin, si tu peux, tu fais bien ce que tu veux, en fait, ça me regarde pas. Mais c'est un petit peu bête, parce qu'en fait, tu vas rien comprendre, et en plus, tu vas être spoilé, donc je te conseille pas vraiment de faire ça. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ici, on suit donc Scarlett Benoît, et on se trouve en France, Cocorico, dont la grand-mère a disparu. Et du coup, elle veut la retrouver, ça me paraît évident. Et pour ce faire, elle va se faire aider par un mec qui s'appelle Lou, mais tu vois, Lou avec un P. Alors que si t'enlèves le P, c'est un prénom normal. Mais du coup, en mettant le P, ça devient tout de suite un prénom chelou. Mais en tout cas, elle se fait aider par un mec qui s'appelle Lou avec un P. Est-ce que Lou est le grand méchant loup du Petit Chaperon Rouge d'origine? Je ne sais pas. Déjà, pour commencer, j'ai beaucoup moins aimé la façon dont a été réinterprété le Petit Chaperon Rouge. Je sais pas, pour moi, l'essence même du conte, elle a pas du tout été respectée. Puis moi, j'en ai un petit peu marre des romances entre le loup et le chaperon rouge, enfin ça... Non, c'est pas trop le sujet du conte de base, tu vois. J'aime pas tellement quand ça se passe comme ça. Et puis, à dire vrai, je suis
pas tellement fan des personnages qu'on suit dans ce tome-là. Scarlett, je sais pas, elle m'a pas touchée, elle m'a même un petit peu énervée parfois. En réalité, dans celui-là, c'était un peu light, mais les tomes suivants, mais alors elle m'a énervée à un point, j'avais envie de la baffer. La violence, c'est mal. Et puis Lou... Pas content. Voilà, je te refais Lou, c'est Lou. Il fait la gueule tout le temps. Heureusement, on continue à suivre Cinder et on suit un nouveau personnage du côté de Cinder qui s'appelle Thorn, que j'aime pour le coup pas trop mal, même si c'est un gros beauf. Et d'ailleurs, sache que Marissa Meyer dit que le personnage qu'elle a préféré écrire, c'est le personnage de Thorn. Je peux comprendre. Thorn, the character Thorn, is my favorite character to write. He's so much fun. He's so funny too. Thank you. Everything, yeah, I think so too. I think he's hysterical, and I can say that because I don't feel like I have anything to do with it. Like I just have this character in my head who just talks to me, and sometimes I'm like, oh my god, you're crazy, Thorn. Really, I gotta write it down. You know. Yeah, but so he's fun writing, and therefore his romance with Cress is fun to write, just because he cracks me up so much. But all of the romances, I mean, I'm a romance girl at heart, so I like get so excited when I finally get to a kiss scene. Especially if you like fairy tales, like you gotta love the romance. Ce tome 2 est le tome qui m'a le moins plu de toute la saga entière, mais on est obligé de le lire pour comprendre la suite, donc tu peux pas le skipper. Puis en vrai, il a plu à certaines personnes, hein, vraiment, c'est mon avis à moi, c'est tout. Et puis malgré tout, on aborde quand même un thème de SF qui reste intéressant, c'est-à-dire celui de la manipulation génétique. Donc il y a des choses à prendre quand même dedans. Moi j'aime toujours quand dans un univers de SF, déjà on n'est pas que dans un seul pays, souvent d'ailleurs on est très souvent que aux États-Unis. C'est vrai que dans le tome 1 on était surtout en Chine et là on est en France. Ça me plaît quand même de voir la France dans un univers de science-fiction. Et en plus de ça on est en France mais on n'est pas à Paris donc... Passons maintenant au tome 3, Cress, dont le titre original est Cress, qui est sorti en 2014 aux États-Unis et en France, toujours aux éditions Pegasi. Et ça redevient intéressant. Youpi! Ici, on est sur une réécriture de Réponse. Et je vais beaucoup moins parler de ce tome-ci parce que contrairement à Scarlett, si je vous en parle même un peu, juste si je vous parle du personnage de Cress, ça risque de spoiler un peu. Et j'aimerais bien éviter, donc on va pas trop en dire. Mais l'histoire avance entre tous les personnages, ceux qu'on suit depuis le début, et puis les personnages qui sont rajoutés dans ce tome-là. Cress est un personnage que j'ai bien aimé, elle est socialement inadaptée, mais c'est tout à fait normal au vu du background qu'elle a. Mais j'ai aimé la découvrir, et j'ai aimé retrouver les autres personnages, toujours un petit peu moins Scarlett et Lou, mais ça va. Je sais pas quoi en dire sans spoiler, donc je sais pas si je peux rajouter encore des trucs. On commence à avoir une petite pavasse, parce que les 2 premiers tomes, ça allait en termes de nombre de pages, c'était pas non plus exceptionnel. Mais ça se lit très très vite, et c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'écriture de Marissa Meyer. C'était pas forcément une écriture poétique, mais c'est une écriture très fluide, qui coule toute seule. C'est agréable à lire. J'enchaîne en parlant du tome 4, qui est le dernier tome de la trame principale de la saga, mais après vous verrez qu'il y a un autre tome qui est un tome compagnon, on va dire. Et donc je parle bien de Winter, dont le titre original est Winter, qui est sorti en 2015 aux États-Unis et en 2016 en France, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, qui ont fait de la merde avec la couverture, parce que le personnage de Winter est noir, et regarde-moi cette fille-là, là. À quel moment, cette fille-là, que tu vois, elle est noire? Est-ce qu'elle est noire? Non, elle n'est pas noire, donc ça ne va pas. Heureusement, ils se sont rattrapés avec la sortie poche, où là, je veux bien que le personnage sur la couverture peut être Winter, ça ressemble, je veux bien, il est noir, mais on n'oublie pas, jamais. Pas contente. Leur excuse à l'époque, parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont dit mais pourquoi le personnage il n'est pas noir alors qu'il est noir dans le livre? Et leur excuse c'était oui, mais si on met un personnage noir sur la couverture, comment voulez-vous qu'il se vende? Et ta mère, elle se vend? Pardon, pas de blague sur les mères. Bref, c'est une réécriture de... Blanche-Neige! Pareil que pour le tome précédent, je ne peux pas trop en dire sans spoiler la saga entière, donc je vais m'abstenir. Je peux juste dire que le personnage de Winter, j'aime. Elle est, on va dire, neurodivergente, même si dans son cas c'est par choix, et que dans la vraie vie c'est quand même assez rare d'être neurodivergent par choix. Je crois même que ça n'arrive jamais. Ici, bon, c'est de la fantaisie, donc
Elle a décidé. C'est un peu plus complexe que ça. Tu vois, elle a décidé de faire quelque chose tout en sachant que les conséquences de cette chose-là, ça allait être lui donner des hallucinations et ce genre de choses. Enfin voilà, elle savait et elle l'a fait quand même. Enfin, tu comprendras en lisant. Sinon, c'est une fin de saga très prévisible. Enfin vraiment, il n'y a rien de surprenant. On savait, tu vois, dès le tome 1, tu savais que la conclusion, ça allait être ça. Il n'y a vraiment aucune surprise. Reste que c'est absolument pas désagréable à suivre, même au contraire. D'ailleurs, ça se lit très très vite malgré la taille de ce beau bébé, parce que c'est vraiment une grosse pavasse, c'est pas petit. Si tu veux, c'est vraiment une conclusion attendue mais plaisante. Et enfin, je te parle du tome compagnon qui est Levana et qui est sorti aux États-Unis et en France en 2015, toujours aux éditions Pekasi. C'est un préquel en fait dans lequel on suit la jeunesse et les origines du mal de la méchante reine de la lune, à savoir Levan. Tu sais, la méchante mystérieuse qui a le visage masqué tout du long. Souvent, je dois avouer que je suis pas forcément fan à 100% de ce type-là d'histoire, c'est-à-dire les origines du mal du méchant. La plupart du temps, je m'en fiche royalement. Mais là, pourtant, on sait déjà toute son histoire, enfin en tout cas plus ou moins toute son histoire dans la saga principale, ça t'apprend pas des faits en plus. Mais le fait de le voir avec ses yeux, mais c'est glaçant. Vraiment, ce qu'elle fait avec le mec qu'elle aime là, elle est affreuse. Et ne parlons même pas, mais alors même pas de ce qu'elle fait à sa nièce, parce que faut pas faire ça madame, c'est pas gentil, faut pas. D'ailleurs, il y a des gros trigger warnings, je te les mets en description, parce que moi j'aime pas connaître les trigger warnings dans les romans, donc j'évite de les dire à voix haute, parce que moi j'aime pas. Mais je sais que ça peut être très important pour certains, donc je vais essayer de m'en souvenir de les mettre. Ça reste du young adulte quand même, donc il y a rien d'explicite, rien du tout. Mais alors sa cruauté, et elle est super jeune quand elle fait tout ça. C'est juste un monstre en fait. Je te conseille quand même vivement de lire Levana si la saga principale t'a plu. Et puis en plus pour le coup c'est très très court. Pour conclure avec mon avis global sur la saga, je la trouve très intéressante. En termes de réécriture de contes young adulte, c'est très inventif. Il y a plein de thèmes abordés intéressants, les personnages sont top. Je me serais bien passée de romance dans absolument tous les contes. Tu vois, par exemple dans Scarlet, dans le conte de base, il n'y a pas de romance. Pourquoi en mettre une ici? Je ne sais pas, je m'en serais passée. Mais pourquoi pas? Reste que pour moi que même si la qualité des différents tomes est inégale, Les Chroniques Lunaires est une saga que je recommande si tu aimes les romantaisies young adultes, les réécritures de contes, la lune, les robots et les pommes d'amour. C'est lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à laisser un commentaire. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me laisser un petit emoji lune. Voilà, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire si tu veux plus de vidéos sur des sagas terminées, parce que ce type-là de vidéos, je crois que c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps à faire. Donc j'ai besoin de savoir qu'elles sont appréciées, parce que sinon, dis-moi si tu as lu Les Chroniques Lunaires, ce que t'en as pensé. Si jamais tu n'as pas encore lu Les Chroniques Lunaires, est-ce que ma vidéo t'a donné envie de lire ou pas du tout? Je prendrais pas mal si t'as pas donné envie de le lire, parce que j'essaye de donner des points positifs, des points négatifs, donc ça se trouve c'est pas du tout fait pour toi, tant pis en fait, c'est pas grave. En tout cas, discutons en commentaire. Sur ce, des bisous. A girl, living with a secret, bound by duty, working to taste freedom. A prince, searching for answers, unprepared to rule his kingdom, or fall in love. A beauty, reigning with an iron fist, willing to do anything to rule Earth. Cinder, the epic first novel in the Lunar Chronicles.